Si vous avez traversé les années Reagan, de 1981 à 1989, sans être plombé par le spectacle d'une personne de votre entourage en train de mourir du sida, alors ces années et Reagan ne vous ont pas laissé le même souvenir qu'à moi. Quelle décennie! Et dire qu'en plus il a fallu que ce cow-boy de série B soit aux manettes presque jusqu'à la fin. Pendant les 7 premières années de sa présidence, il a réussi à ne jamais prononcer le mot sida. Le passage du temps les a brouillés, ainsi que l'oubli délibéré ou inconscient des détails les plus noirs. Il y a des décennies lièvres et des décennies tortues. Si les années 80 m'ont paru durer une éternité, c'est que j'y ai vu mes amis et amants mourir les uns après les autres, jusqu'aux années 90. En 1995, pour la seule ville de New York, le sida a tué plus d'Américains que la guerre au Vietnam. Quelques mois après cette conversation avec Hélène sur la photo de la famille Atkins, je suis sûr que nous étions encore en 1980. Russell, le jeune amant de Larry, tomba malade. J'eus très mauvaise conscience de l'avoir traité de trader et de rimailleur. J'étais snob. Je méprisais les mécènes dont Larry s'entourait. Mais Larry était poète, et la poésie ne nourrit pas son homme. Alors pourquoi les poètes et autres artistes n'auraient-ils pas de protecteur ? La PCP fut la grande faucheuse de ces années-là. Il s'agissait d'une pneumonie, la pneumocystis carinii pneumonia. Chez Russell, comme chez beaucoup d'autres, ce fut le premier symptôme du sida. On se trouvait devant le cas d'un jeune adulte en parfaite santé, affecté d'une toux ou d'un essoufflement accompagné de fièvre. Mais la radio n'était pas encourageante. En termes médicaux, un voile blanc. Pourtant, on ne détecta pas toujours la maladie. Après une première phase durant laquelle elle résista aux antibiotiques, on finit par faire une biopsie, ou lavage broncho-alvéolaire, qui révéla la présence de cette insidieuse pneumonie, la pneumocystose. En général, à ce stade, on vous met sous Bactrim. Russell en prenait déjà. Il fut le premier malade que je vis dépérir. Et encore, il avait de l'argent. Et il avait Larry. Bien des écrivains qui connaissaient Larry le jugeaient gâté et égocentrique, voire pompeux. À ma grande honte, je faisais partie de ces censeurs. Mais Larry était de ceux qui se transcendent dans les heures difficiles. Il aurait mieux valu que ça tombe sur moi, me dit-il lors de notre première visite à Russell. Moi, j'ai fait ma vie, lui commence la sienne. Le jeune homme était hospitalisé à domicile, dans sa magnifique maison en grès à Chelsea, avec son infirmière privée. Je découvrais toutes ces dispositions. Le fait que Russell n'ait pas voulu de respirateur rendait possible les soins à domicile. En cas d'intubation, il est plus commode de relier le patient au respirateur de l'hôpital. Par la suite, j'ai remarqué et gardé en mémoire le glavio de xylocaïne au bout du tube endotrachéal. Rien de tel chez Russell. Il n'avait pas voulu être intubé. Je revois Larry en train de lui donner à manger. Il avait des plaques de candidose plein la bouche et la langue crayeuse. Lui, si jeune et si beau, serait bientôt défiguré par les lésions du sarcome de Kaposi. Une boursouflure violette lui pendait aux sourcils, comme un lobe d'oreille charnu qui se serait trompé de place. Une autre, plus rouge, lui pendait sur le nez, si proéminente qu'il finit par la cacher sous un bandana. Larry me confia qu'il s'était surnommé le dindon à cause de son Kaposi. Pourquoi ils sont si jeunes ? Me demandait sans cesse Larry à l'époque où cette hécatombe nous fit prendre conscience que la mort de Russell n'était qu'un début. Nous vîmes Russell vieillir en quelques mois. Cheveux clairsemés, teint plombé, il était souvent couvert d'une sueur fraîche au toucher, et ses fièvres ne tombaient pas.
La candidose lui envahissait la gorge, puis ce fut le tour de l'œsophage. Il avait du mal à avaler. Ses lèvres se couvraient d'une gerçure blanche, se fendillaient. Les ganglions lymphatiques de son cou enflaient. Il ne pouvait presque plus respirer. Mais il refusait toujours d'être mis sous respirateur artificiel et d'être hospitalisé. À la fin, il faisait seulement semblant de prendre son Bactrim. Larry retrouvait les pilules éparpillées dans son lit. Il mourut dans les bras de Larry. Je suis sûr que celui-ci aurait préféré l'inverse. Il ne pesait plus rien, me confia-t-il. À cette époque, nous allions déjà visiter des amis à l'hôpital Saint-Vincent. Comme il l'avait prédit, l'établissement refusait du monde, et il devenait impossible d'aller y voir un ami ou un ancien amant sans tomber sur une autre personne de connaissance. En passant devant la porte d'une chambre, on apercevait quelqu'un dont on ignorait encore qu'il était malade. Et plus d'une fois, disait Larry, il avait repéré quelqu'un dont il ne savait pas qu'il était homo. Les femmes découvraient que leurs maris fréquentaient des hommes au moment même où ils étaient mourants. Des parents apprenaient que leur jeune fils était en train de mourir avant de savoir ou de se douter qu'ils étaient gays.